Et donc, je vais appeler le professeur Sarnecki à mes côtés pour co-présider cette séance dédiée à la pédiatrie et toutes les conséquences des derniers décrets qui ont des répercussions sur l'organisation de nos services. Et donc, je vais appeler la première communication du professeur Grappin, que j'accueille avec beaucoup de plaisir, puisque nous étions tous les deux sur les mêmes bancs à la faculté en première année. Mais c'était hier. Merci. Et donc, sur la présentation du décret, le fameux décret 2022-1765 du 29 décembre 2022 relatif aux conditions d'implantation des activités de soins de chirurgie, chirurgie cardiaque, neurochirurgie. Merci Christine. Merci Olivier, je me permets de l'appeler comme ça puisque effectivement nous nous connaissons depuis quelques années. Merci à Sabine également de m'avoir demandé de présenter ce fameux décret qui fait tant parler de lui, et notamment en chirurgie pédiatrique dont nous allons bientôt parler. Donc en filigrane, vous voyez deux images. À gauche, celle d'un enfant qui est considéré comme un adulte en réduction, et à droite, celle des enfants qui sont très différents des adultes, même pour un peintre. La place de la chirurgie pédiatrique, c'est de cela dont nous allons parler. Faut-il considérer que c'est une hyperspécialité, comme certains veulent le croire, réservée simplement à quelques services, ou est-ce qu'il s'agit d'une forme de chirurgie générale de l'enfant, par opposition à la chirurgie générale de l'adulte? La chirurgie générale de l'enfant, c'est-à-dire le traitement de toutes les pathologies digestives, urologiques, plastiques, pulmonaires, des membres orthopédiques, du jeune enfant, de l'enfant de moins de 15 ans et de l'enfant de moins de 10 ans. On verra les limites que l'on peut poser pour cette pratique. L'organisation de la répartition des centres de chirurgie pédiatrique est très difficile. La réflexion date de plusieurs années, nous allons le voir, et elle se heurte à de multiples questions d'organisation des compétences. Qu'est-ce que la compétence? Comment faut-il l'évaluer? Comment faut-il l'exiger? De démographie, on va voir que c'est un problème qui va devenir dans les prochaines années. C'était prévu d'ailleurs par nos prédécesseurs qui avaient fait des études démographiques en 2012 notamment. Je pense à Joël de Chevalier qui avait fait un travail énorme sur la démographie en chirurgie pédiatrique qui laissait présager une évolution telle qu'on la connaît, avec un manque de chirurgiens pédiatres. Les contraintes régionales, bien entendu, qui ne sont pas les mêmes, je ne vais pas m'éterniser dessus, et sur la diversité des pratiques, puisque l'enfant, eh bien, ce sont toutes les spécialités qu'il faut organiser. Alors, la réflexion sur la chirurgie pédiatrique ne date pas d'hier, elle date de 1965 et même bien avant, puisque la chirurgie pédiatrique s'est autonomisée de façon très progressive par rapport à la chirurgie d'adultes, principalement dans les années d'après-guerre. Elle s'est autonomisée d'abord de l'orthopédie, qui initialement était la chirurgie de l'enfant. Étymologiquement, c'est d'ailleurs la signification de l'orthopédie. Et j'ai retrouvé une publication de 1965 de Joseph Marion qui parlait de l'importance et de la justification de la chirurgie pédiatrique, parce que la question se posait de façon aiguë à l'époque. Et il disait, les chirurgiens d'enfants doivent chaque jour justifier leurs droits, que dis-je, leur devoir, de maintenir et de développer une discipline à laquelle beaucoup de leurs collègues chirurgicaux ne reconnaissent d'autres raisons d'être que l'hospitalisation séparée des enfants. Donc, ce problème se posait de façon aiguë. Quelle est la place des enfants dans l'hôpital? Comment les soins doivent-ils être organisés? Vous voyez que la réflexion ne date pas d'hier. Alors, depuis cette date, il y a eu de très nombreux travaux de la communauté chirurgicale pédiatrique. Il faut dire que sur ce point, au moins, nous sommes tous à peu près d'accord. Il y a un consensus qui s'est fait parmi ceux qui sont passés de leur temps à réfléchir à ces problèmes. Il y a eu de très multiples réunions, des séminaires en tout genre. Un a laissé une place importante, c'est le séminaire de Courchevel qui date de l'an 2000. Où presque tout était dit. On en avait défini les réseaux, on avait défini comment les répartir. Et donc, vous voyez que ça date de 25 ans.
Le dernier en date, enfin l'un des derniers travaux en date est le rapport que nous avons préparé pour l'IGAS, où malheureusement le rapport de la chirurgie pédiatrique a été mixé à celui de la pédiatrie et pour devenir assez difficile à lire, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en tous les cas, eh bien, cette nécessité d'organiser la chirurgie pédiatrique en réseau de niveaux différents, eh bien, c'est le leitmotiv et on ne fait que le répéter depuis au moins 25 ans. La notion de réseau, et alors maintenant c'est un mot qui n'est plus utilisé, on parle de DSR, la notion de réseau en chirurgie pédiatrique, l'un des premiers modèles du genre date aussi de cette période-là, c'est-à-dire d'environ 25 ans. C'est le réseau Occitanie qui a démarré à Toulouse et qui reste encore à l'heure actuelle un modèle à suivre. Tout y est dit, les 3 niveaux, et eux ont réussi à Toulouse et en Occitanie à faire quelque chose de très vivant, qui fonctionne particulièrement bien. Et pour tous ceux qui veulent construire des réseaux, je pense qu'effectivement, c'est un exemple. 2003, circulaire du 20 mai 2003, relative à la prise en charge de l'enfant et de l'adolescent aux urgences. Naïvement, on pensait qu'on allait parler de chirurgie pédiatrique, mais pas du tout. On a organisé la pédiatrie, les urgences pédiatriques, mais sans jamais parler de chirurgie pédiatrique. 2004, je ne vais pas faire chaque année rassurez-vous. 2004, une circulaire du DOS, direction de l'offre de soins, relative à l'élaboration des SROS de l'enfant et de l'adolescent. Là encore, pas un mot sur la chirurgie. 2004, autorisation pour la chirurgie. Donc, ce sont des autorisations qui sont accordées à l'établissement, le droit de faire la chirurgie, mais sans tenir compte des conditions techniques de fonctionnement et autonomisation 2 ans plus tard de la chirurgie cardiaque et de la neurochirurgie, où là, il y avait des réglementations pour les conditions de fonctionnement. Et là, toujours rien sur la chirurgie pédiatrique. 2006, le SROS de chirurgie pédiatrique de la RIF, c'est-à-dire de l'Île-de-France. On commence à parler des fameux 3 niveaux, centre référent, centre spécialisé, centre de proximité. Et donc, centre référent, plateau technique, c'est-à-dire en gros les CHU, centres spécialisés qui font l'immense majorité de la chirurgie chirurgicale de l'enfant, et puis centre de proximité, chirurgie infantile courante, là, ce n'est pas très précis. Ensuite, on se rapproche de ce dont nous parlons et ce à quoi nous avons participé, tout au moins Hélène Lehors et moi, Marie-Laurence Polymérol, qui n'est pas là aujourd'hui, dans toutes ces réunions de la DGOS. On y a passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour l'étude de la réorganisation des autorisations de chirurgie, de toutes les spécialités chirurgicales. Et nous représentions la chirurgie pédiatrique. Et donc, en 2018, est apparu un décret sur les autorisations d'activités de soins et d'équipements de matériel lourd, avec 18 activités de soins autorisées par le Code de la santé publique, donc la chirurgie au sens large, la chirurgie cardiaque, la neurochirurgie, et toujours rien sur la chirurgie pédiatrique. En 2021, création des DSR pour remplacer le mot de réseau, mais au final, ça revient à peu près au même. Donc, ces DSR sont constitués de titulaires d'une autorisation d'exercer une activité de soins et leur but est d'apporter une expertise particulière et un appui spécialisé en matière d'activité de soins soumise à autorisation. Je trouve personnellement que c'est une sorte de langage, bon, disons que ce qu'ils offrent paraît particulièrement large, mais en fait, c'est tellement peu précis que pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, très, très honnêtement. Mais enfin, disons que c'est le décret de naissance des DSR et donc des fameux réseaux, les DSR qui succèdent aux réseaux précédents. Et puis ce décret du 29 décembre 2022, que tout le monde appelait de ses voeux, pour les conditions d'implantation des activités de soins de chirurgie cardiaque et de neurochirurgie. Alors, dans le titre de ce décret, le terme de chirurgie pédiatrique n'apparaît pas, mais il apparaît un peu plus tard, puisque dans les conditions d'implantation, eh bien, on découvre que la chirurgie pédiatrique n'est pas une spécialité, comme on pouvait l'espérer, mais une modalité de pratique de la chirurgie.
Les deux autres étant l'activité de chirurgie pour les patients adultes et la troisième, assez curieusement, il faut le dire, l'activité de soins de chirurgie bariatrique. Les trois étant mis en parallèle de façon assez compréhensible, sauf explication que je ne suis pas en mesure de vous fournir. Alors, ces pratiques thérapeutiques, donc il y a 11 véritables spécialités chirurgicales. Je vous les disais, je ne vais pas les relire. Celles qui sont marquées en jaune vont être un peu particulières puisque pour ces spécialités-là, eh bien, il ne sera pas nécessaire forcément d'avoir une autorisation de chirurgie pédiatrique puisque les maxillofaciaux, plasticiens, ophtalmo-ORL ont reçu dans leur cursus une formation particulière en chirurgie pédiatrique, enfin en ORL, ophtalmo, etc., pédiatrique, et donc seront autorisés feront partie des activités dérogatoires autorisées sans autorisation de chirurgie pédiatrique. Alors, ces dérogations, donc, alors les chirurgiens d'adultes peuvent prendre en charge des enfants, quel que soit l'âge, dans ces spécialités-là. Maxillofacial, plastique, ophtalmo, ORL et cervico-facial. Et c'est de façon dérogatoire, il faut le savoir. Deuxième type de dérogation, et c'est là où on commence à être un peu moins d'accord avec les termes de ce décret, les services et chirurgiens d'adultes peuvent prendre en charge des enfants à partir de 3 ans, donc c'est-à-dire de 3 à 15 ans, pour des prises en charge en urgence et uniquement en urgence, dans les spécialités suivantes, orthopédie, viscérale, gynéco, urologie. Et dans ce cas, bémol apporté, gros bémol, vous allez me dire, celui qui détient l'autorisation adulte, s'il veut opérer des enfants dans le cadre de l'urgence à partir de 3 ans, il doit appartenir au DSR, c'est-à-dire au réseau de chirurgie pédiatrique. Cette appartenance étant vérifiée par le réseau, si j'ai bien compris. Donc, c'est une activité dérogatoire, mais qui concerne une des parties de la chirurgie pédiatrique qui me semble la plus difficile, avec le recul que j'ai. Je me semble que c'est une des parts, en tous les cas, les plus difficiles de la chirurgie pédiatrique. Parce que recevoir un enfant en urgence, eh bien, ça n'est jamais simple. L'enfant n'arrive pas avec un diagnostic écrit sur le front, et faire un diagnostic chez un enfant de 3, 4 ou 5 ans, c'est beaucoup plus difficile que chez un adulte. Et même pour des chirurgiens pédiatres plus que confirmés, eh bien, il y a quelquefois des moments d'hésitation, on ne sait pas si on doit opérer, pas opérer, comment on doit le faire, etc. Et donc, confier cette partie de la pathologie difficile à des gens, par définition non expérimentés, me semble personnellement très dangereux. Alors, les conditions d'implantation, donc là, on peut avoir une hospitalisation ambulatoire seule ou pas. Là, il y aurait matière à discussion sur ce sujet-là également. Donc, voilà comment se présentent ces fameux textes qui sont assez fouillis, il faut bien le dire. Si on ne lit que les titres, c'est plus simple déjà. Il y a la chirurgie cardiaque pédiatrique, neurochirurgie pédiatrique, chirurgie de l'adulte. Alors, avec les dérogations, 2 types de dérogations, on l'a dit, maxillofacial, plastique, ophtalmo-ORL. Et puis, ce cas numéro 2, qui pour moi pose problème, de possibilité pour les chirurgiens d'adultes d'opérer à partir de 3 ans les enfants seulement en urgence. Et puis, l'activité de chirurgie pédiatrique, qui est considérée comme allant de soi, et à part la chirurgie oncologique pédiatrique, avec une autorisation spéciale pour la chirurgie oncologique pédiatrique. Bon, ça c'est dit d'une façon encore plus fouillée avec des numéros d'articles qui se renvoient les uns aux autres et la lecture est assez ardue, je vous en fais grâce. On rentre ensuite dans la deuxième partie du décret qui concerne les conditions techniques de fonctionnement. Jusque-là, on n'a parlé que des autorisations d'établissement. Là, ce sont les autorisations pratiques concrètes de fonctionnement. Et là aussi, à mon avis, il y a à redire, puisque l'activité de soins, de chirurgie mentionnée au deuxième paragraphe au deuxième alinéa du premier paragraphe de l'article R qui renvoie lui-même à un autre article. Bon, on passe un quart d'heure à trouver de quelle activité il s'agit. Eh bien, il s'agit de la chirurgie pédiatrique. Donc, ce titulaire de l'autorisation d'activité de chirurgie pédiatrique doit disposer d'une équipe médicale comprenant au moins un médecin spécialisé en chirurgie pédiatrique,
on se dit, un médecin, c'est pas beaucoup, pour faire un service, un chirurgien pédiatre, c'est difficile, et ou un médecin spécialisé en chirurgie, justifiant d'une formation initiale et d'une expérience en chirurgie pédiatrique. Donc là, immédiatement, deux questions se posent. Quelle formation, quelle expérience? Et puis également, il faut disposer d'un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation, là aussi justifiant d'une expérience en anesthésie pédiatrique. On verra avec Isabelle Constant que les choses sont plus précises que pour nous en anesthésie-réanimation. Alors les questions, bien sûr, c'est formation initiale, point d'interrogation, expérience, on ne sait pas. Et toutes les solutions aux problèmes dans les années qui vont venir. Bien sûr, on ne va pas fournir de baguette magique pour répondre à toutes les questions en une seule fois, mais combien de postes de DES vont être mis au choix? Quel est le nombre de chirurgiens pédiatres qu'il faudrait former dans les années qui vont venir pour répondre à la demande qui va être énorme, puisque bon, le décret ne le montre pas beaucoup, mais petit à petit, l'opinion publique va vouloir que les enfants soient opérés par des gens qui sachent le faire et qui le fassent de façon régulière, ce qui paraît quand même être la moindre des choses. Et de ce fait, il y a un certain nombre de chirurgiens d'adultes qui soit hésiteront à opérer des enfants, soit ne le feront plus du tout, puisque ceux qui savaient le faire dans ma génération et celle qui a précédé, parce qu'ils avaient fait de la chirurgie générale, parce qu'ils étaient passés dans des services de chirurgie pédiatrique quand ils étaient en urologie ou en digestif, eh bien, ils ne le font plus. Alors donc, faut-il anticiper les besoins? La réponse est certainement bien sûr. Les DSR, eh bien, vous voyez que ce décret ne peut servir que de cadre et la balle est dans le camp des DSR puis des ARS, puisque au final, ce sont les ARS qui vont décider de tout cela pour organiser la région. Et donc, le rôle des chirurgiens pédiatres dans les DSR est bien entendu fondamental, puisque c'est sur eux que cela repose. Alors, sur le plan juridique, je dirais quand même deux mots. Le statut juridique des DSR ne semble pas limpide. Ce sont des associations de loi 1901 qui n'auront aucun pouvoir de coercition vis-à-vis de qui que ce soit, dont le rôle sera très certainement purement consultatif, avec le bonheur que l'on connaît dans le passé pour ce genre d'organes. Le code de déontologie, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus non plus, l'omnivalence du diplôme. Pour le Conseil national de l'ordre des médecins, la question, je dirais, ne se pose pas, puisque jusqu'à maintenant, il n'y a pas de possibilités différentes, disons, si tu peux l'éteindre, merci. Voilà. Donc, le code de déontologie pose quand même fait une note qui me paraît quand même très importante, c'est qu'ils reviennent un petit peu sur la terre, qui est le concret. Et le concret, c'est que ce n'est pas le découpage administratif qui est forcément le plus important, mais la réelle expérience du praticien, et notamment dans le cadre des litiges et des procédures. Quand on fait une expertise médicale, on ne cherche pas à savoir si le chirurgien et la clinique appartiennent bien au premier paragraphe du deuxième alinéa de l'article, machin. On essaye de savoir si le chirurgien a véritablement une expérience concrète. Un petit exemple d'un enfant qui avait été vu par un non-spécialiste, donc en l'occurrence un chirurgien d'adulte, qui avait traité une fracture du bras qui est considérée comme de la petite chirurgie simple, et il était passé à côté d'une fracture de Monteggia. Bon, c'est un grand classique en chirurgie pédiatrique, mais apparemment, ce n'était pas connu de tout le monde. Et donc, en cas de litige, bon, je viens de vous le dire, les conditions concrètes. Un petit exemple, je vais passer vite, un enfant de 3 ans qui avait un tableau apendiculaire datant d'une semaine, donc avec très probablement un plastron. Il a été vu le 24 décembre, c'est pas de chance. Il n'a été opéré que le lendemain par McBurney, bien entendu. Il a eu un abcès du Douglas de 5 cm qui très certainement était ponctionnable, non ponctionné. Il a été repris par McBurney, mis à plat de l'abcès. Et puis ensuite, occlusion fébrile, transfert en CHU, et ça s'est fini avec une médiane xiphopubienne. Procédure en cours, voilà. Autre exemple, alors là, c'est classique, hyper classique, enfant de 5 ans, fracture des deux os de l'avant-bras.
vu par un chirurgien pédiatre qui avait dit que ça allait s'arranger, qu'il n'y avait pas besoin de faire quoi que ce soit sauf un plâtre. Et il a été revu par un orthopédiste d'adulte qui a cru bon de devoir mettre une plaque vissée. Procédure en cours 14 ans plus tard, enfin 19 ans. La conclusion, c'est que, eh bien, voilà, la chirurgie pédiatrique, c'est une spécialité, ça devrait être considéré comme tel. Ça ne se résume pas aux choses exceptionnelles, c'est la chirurgie courante de l'enfant. Et pour cela, eh bien, il faut créer de façon massive des services spécialisés de niveau 2, donc qui soient capables de traiter ce genre de pathologie considérée comme courante. Alors, pour en revenir à mon point de départ, les peintres primitifs considéraient les enfants comme des réductions des adultes et ne prenaient pas toujours de façon certaines les proportions entre la tête et le corps, les proportions de longueur de la tête et du corps, c'est particulièrement évident pour la peinture du milieu, alors qu'en fait, eh bien, les proportions sont à respecter si on veut une harmonie à tous les âges de la vie. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Christine Grappin. Je trouve que tu as bien positionné, l'historique est intéressante, je trouve, et tu as bien mis le doigt sur toutes les petites failles où on peut avoir de gros soucis. Alors, moi, effectivement, tu soulignes bien que l'activité dérogatoire pour un chirurgien d'adulte, il a le droit d'opérer en urgence un enfant alors que d'habitude, il n'a pas le droit de faire de chirurgie froide. Et là, on voit tout de suite un espèce de non-sens quasiment médical. Comment peut-on traiter en urgence un enfant qui présente des complications ou un diagnostic de novo d'une pathologie, éventuellement chirurgicale, si on n'a pas l'expérience de cette pathologie à froid? Donc ça, j'ai vraiment du mal à comprendre comment on a pu mettre un non-sens pareil dans ces activités dérogatoires. Ça, c'est un vrai problème. Réponse. Si Marie-Laurence Polyméral était là, elle parlerait des très nombreuses splénectomies chez des petits-enfants qui sont réalisées dans sa région par des chirurgiens d'adultes, alors que tout le monde sait maintenant qu'il faut au maximum temporiser les interventions. Alors que paradoxalement, on va donner la parole à M. Carlios, mais alors que paradoxalement, on voit régulièrement des jeunes adolescents de 14 ou 15 ans qui font 1,90 m et 80 kg et dont les chirurgiens d'adultes ne veulent pas les prendre. Et on en a opéré un il n'y a pas très très longtemps comme ça. Et donc, il y a une espèce de paradoxe là qu'il va falloir quand même essayer de résoudre, parce que je pense que cet alinéa-là, enfin, ce texte-là dans ce décret est très dangereux. Il est très dangereux et il paraît que la DGOS est prête à le modérer, mais en tous les cas, pour le moment, il est écrit. Et quand on connaît la rapidité d'écriture des décrets, je pense que dans 10 ans, on aura une correction. Donc, il y a un commentaire du professeur Carlios. Oui, je pense, bravo Christina, c'est parfait. Je pense qu'ils ont oublié le terme vital, urgence vitale. Peut-être. Ah, mais c'est sûr, parce que urgence vitale, même le Conseil de l'ordre, personne ne peut rien dire. Mais on sait très bien que les urgences vitales, moi, après 40 ans de chirurgie, 38 ans de chirurgie pédiatrique, il y en a, mais je veux dire, on les compte quand même sur le doigt d'une main, vital. Alors, je réponds à monsieur, et si c'est ça, on peut peut-être le faire corriger. Voilà. Peut-être qu'il faut qu'on s'y mette. Une question en visio. D'accord. Mais je ne sais pas qui, c'est ça? Oui, vous avez la parole. Alors, c'est Marie-Laurence Polymérol, justement, puisque j'ai pu, grâce à vous et aux liens que vous m'avez transmis, me connecter. Et donc, je voulais rebondir sur l'histoire des urgences. En fait, il faut savoir que, justement, pendant toutes ces discussions qui ont eu lieu avec la DGOS et tout l'aéropage et tous les CNP et toutes les sociétés et les juristes qu'on peut imaginer pour arriver à mettre en place ces autorisations de chirurgie, cette phrase est arrivée tout à la fin
sans que la société sans que le CNP de pédiatrie était d'accord. C'est une phrase qui a été demandée à être rajoutée par le CNP de chirurgien digestif adulte et elle a été rajoutée en toute dernière minute et nous n'étions pas d'accord avec cette phrase évidemment puisque nous sommes absolument en accord avec ce que vous dites. Il n'y a pas de raison, enfin il n'y a aucune logique à ne pas permettre à des gens de faire de la chirurgie réglée et à leur donner la possibilité de la faire chez des enfants aussi jeunes que 3 ans en urgence, alors qu'on sait que les situations sont parfois beaucoup plus difficiles dans ces circonstances. Donc effectivement, c'est une phrase qui est en discussion actuellement. Et si Hélène est là, elle pourra le confirmer, pour être supprimée du décret, puisqu'on nous a proposé des modifications de décret et on est en train d'essayer de la faire supprimer du décret. Ça reste, tout ce décret nécessite encore une explication de texte importante, puisque beaucoup de CNP d'adultes nous demandent de le justifier. Mais aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'on est là. Voilà, merci. Madame Laure, Oui. Léel, rapidement, parce que je pense qu'on est un petit peu en retard. Oui, non, mais effectivement, on a demandé, la DGOS était d'accord avec nous, car c'est un problème. C'est une phrase qui, en fait, pose problème, car les chirurgiens d'adultes sont aussi vexés qu'on ne leur accorde que les urgences et pas le reste. Donc, c'est à la fois dangereux et mal perçu et malvenu. Il faut le souligner. docteur Anzalbo. Oui, simple petite question. Ophtalmo. Ophtalmo, oui, simple. Justement, ce sera une question très, très simple pour vous. Ça concerne l'appendicite, puisque par rapport à l'appendicite chez l'adolescent, par exemple, qui a 13 ans, qui arrive à Paris dans un service hospitalier et qui doit se faire opérer d'appendicite, comme cette personne a 13 ans, les chirurgiens qui ont tout à fait la compétence de le faire transfèrent dans un des services parisiens qui est déjà débordé en pédiatrie, en chirurgie pédiatrique. Et donc, cette personne, donc ce patient adolescent attend sur une longue file de patients qui s'agglutinent donc dans les services de pédiatrie. Alors la question est, est-ce qu'un chirurgien compétent viscéral peut prendre en charge un adolescent de 13 ans d'appendicite dans un hôpital bien équipé voilà. Alors, c'est une question cruciale que vous posez, parce que cette question peut s'appliquer à l'appendicite, ça peut s'appliquer à la torsion du testicule, ça peut s'appliquer à d'autres pathologies. Lorsque nous avions réfléchi à l'écriture du décret, nous avions donné comme âge, au lieu de réserver cette possibilité pour les chirurgiens d'adultes d'opérer à partir de 3 ans les urgences, on avait dit 10 ans, parce que 10 ans, ça nous semblait être un âge, alors sauf pathologie particulière évidemment, mais globalement, à partir de 10-12 ans, bon, un ado, c'est quasiment un adulte. Opéré par Célio, une appendicectomie, que ce soit à 10 ans ou à 15, ça change a priori pas grand-chose. En revanche, c'est le petit enfant de moins de 10 ans, et particulièrement à partir de 3 ans, c'est pas tellement l'opération qui est différente. C'est vrai que retirer un appendice, si on est chirurgien, tout le monde est capable de le faire. Le problème, c'est le diagnostic. Et je vous assure, pour avoir pris des centaines de gardes dans ma vie, les enfants de 3 ans qui arrivent avec de la fièvre, des urgences, qui arrivent aux urgences avec de la fièvre, des douleurs abdominales et en vomissant, quelquefois on se dit c'est une appendicite, quelquefois on se dit c'en est pas une, on tourne quelquefois pendant 2 heures autour en sachant pas s'il faut l'opérer, pas l'opérer. Quelquefois on tombe sur des pyélonéphrite, quelquefois on tombe sur des tumeurs abdominales, quelquefois on tombe sur des pneumopathies. C'est pas du tout évident. Et c'est pour ça qu'on s'insurge contre cette mauvaise écriture. Alors, si c'est une erreur, il faut la corriger. Sinon, il faut trouver autre chose. Mais vraiment, on ne peut pas laisser passer ça. Merci Christine. Il y a le professeur Vasquez il souhaite poser une question. Je suis très honoré Oui. de l'accueillir. Oui, Nous avons désolé, vous m'entendez là? passé ensemble à l'Académie de médecine. Oui, désolé, je devais être sur place, mais j'ai eu un souci de dernière minute. J'ai une question pour Christine concernant les fameuses spécialités où souvent les chirurgiens ont eu une double formation enfant-adulte, donc maxillo, plastique, ORL, ophtalmo, etc.
Le problème, c'est que ça dépend des régions, ça dépend des cursus, et ce n'est pas du tout obligatoire qu'ils aient eu une formation pédiatrique. D'ailleurs, à un moment donné, en orthopédie, la plupart des orthopédistes devaient passer 6 mois en orthopédie pédiatrique. C'est Donc, à la toujours, c'est limite, toujours le cas, Madame Lequel. toujours le cas. Donc, à la limite, ils ont une formation, eux, assurée et obligatoire. Donc, la question, c'est est-ce que ça, c'est vérifié ou c'est de principe que ces spécialités, qui ont souvent d'ailleurs un site adulte et un site enfant, nous, on est exclusivement pédiatrique, mais il y en a finalement pas beaucoup. Est-ce qu'il y a une vérification de la formation ou c'est deux principes qui peuvent opérer des enfants? Il semble que ce soit de principe, mais il est sûr qu'il faudrait que ce soit sous la vérification, à mon avis, des DSR. On peut pas, quand on fait un décret, il est bien évident qu'on ne peut pas tenir compte de tous les cas particuliers. Le but étant au final quelque chose qui tombe sous le bon sens, c'est-à-dire que ceux qui sont compétents doivent pouvoir opérer, ceux qui ne le sont pas on doit pouvoir exiger qu'ils n'opèrent pas. Bon, avec une réflexion basique comme cela, il faut organiser des réseaux et savoir qui fait quoi, qui est compétent pour opérer quoi, et qu'il y ait un processus pour délivrer des autorisations d'opérer. D'accord. Ça paraît logique. Comment exactement? Excusez-moi de m'interposer dans ce débat, c'est l'ancien parlementaire qui vous parle. La loi doit être générale, le décret doit être particulier. Donc, et la jurisprudence. Il y a les deux choses qui doivent préciser, mais c'est sûr que le décret et la jurisprudence doivent être précises par rapport à la loi. Voilà, le décret, le moins que l'on puisse dire. Bah oui, c'est ça, c'est un loupé.